Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Depuis l'invasion de l'Ukraine, de nombreuses multinationales ont suspendu leurs activités en Russie. Que ce soit Apple, Ikea, Visa ou encore Shell, ce sont là juste quelques exemples. Les multinationales peuvent-elles rester neutres face à une guerre d'agression telle que menée par la Russie actuellement? Et plus largement, qu'elles partent ou qu'elles restent, quelles sont leurs responsabilités? C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Guido Palazzo. Bonjour. Bonjour. Guido, tu enseignes à HEC Lausanne l'éthique des affaires et tu te passionnes tout particulièrement pour le côté obscur de la force, puisque tu analyses les prises de décision non éthiques par les entreprises. C'est ça. Tes thèmes de prédilection, c'est la mondialisation, les violations des droits humains à travers les chaînes de valeur globalisées et encore la responsabilité sociale des entreprises. Je précise toutefois pour nos auditeurs et auditrices qu'on tourne le vendredi 8 avril et qu'évidemment la situation a pu changer depuis. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec un document vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les affaires avec la Russie fonctionnent bien, alors que nos enfants meurent. Bonne nourriture, bonne vie, c'est le slogan de Nestlé, une entreprise suisse qui ne veut pas quitter la Russie. Cette allocution, elle a été prononcée par le président Zelensky le 19 mars à la suite d'une manifestation à Berne. Et les réactions étaient très fortes sur les réseaux sociaux vis-à-vis de Nestlé. En gros, si je comprends bien, si on reste en Russie, on est méchant, et si on part de Russie, on est gentil, c'est aussi simple que ça? Pour la majorité des cas, je dirais oui. Et ce discours de Zelensky pour Nestlé, ça c'était the worst case, le pire des cas, parce que on a un récit autour de cette guerre d'un acteur méchant, Poutine, et d'un héros, Zelensky. Et si le héros cible une entreprise pour dire, voilà, vous êtes du côté du méchant, du point de vue de la réputation, c'est un dégât énorme que ça provoque. Oui, donc c'est une guerre pour l'image, une guerre symbolique, mais est-ce que dans les faits, c'est aussi simple que ça? La question, c'est est-ce qu'on peut, présent dans un pays répressif, qui devient toujours plus totalitaire, qui attaque ses voisins, qui menace déjà d'attaquer d'autres, donc qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, qui est impliqué, comme on a vu depuis quelques jours, dans des crimes de guerre horribles. Est-ce qu'on peut rester dans un tel pays? Est-ce qu'on peut être actif dans un tel pays et en même temps rester innocent? Et je pense que la réponse est non, parce que chaque présence d'une entreprise stabilise le système, soit du point de vue financier, soit du point de vue symbolique, parce que toutes les entreprises qui simulent une normalité par leur présence ajoutent une couche de soutien à un régime qui devrait être plus déstabilisé. Donc, la présence de Nestlé ou des autres dans un pays comme la Russie rend la guerre plus longue, rend la fin de ce régime totalitaire plus difficile à achever. Alors Nestlé, évidemment, n'est pas resté sans réagir. Il faut savoir que Nestlé, depuis, a retiré une partie de ses activités de la Russie. Et on voit notamment dans un tweet que Nestlé invoque le fait qu'elle soit restée, en tout cas partiellement en Russie, par le droit à une alimentation pour la population russe. En gros, il faut continuer à vendre des aliments essentiels à la population russe en Russie. Et elle dit elle-même ne pas faire de profit en Russie et reverser ses bénéfices éventuels à des organisations humanitaires. Est-ce que ça, dans les faits, c'est quelque chose qu'on constate? Il faut d'abord dire que pour toutes les entreprises qui sont en Russie maintenant, la décision de partir ou rester est une décision dilemmatique. C'est un dilemme éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Jean-Paul Sartre une fois a dit, il y a seulement des solutions sales. On a des options sur la table et dans chaque option, il y a des valeurs, des principes, des conséquences et il n'y a pas la solution idéale. Ouais, c'est ni blanc ni noir, quoi. On peut pas... Exactement. Donc, si Nestlé reste, comme j'ai dit, ils vont stabiliser le régime. S'ils s'en vont, il y a des produits qui ne sont plus disponibles aux consommateurs en Russie.
avec potentiellement des conséquences problématiques. Donc cet argument de Nestlé, il est crédible? Moi, je pense que c'est crédible. Le problème de Nestlé, c'est qu'ils ont hésité trop long. Ils ont pensé qu'ils peuvent ne pas décider, rester un peu, s'en aller un peu. C'est ça le problème. Ils ont sous-estimé l'aspect, la dimension symbolique de cette décision. Ils ont hésité trop long et comme ça provoqué la résistance. Ils ont fâché Zelensky, comme j'ai dit, le pire des cas. Mais en principe, dire que continuer à vendre le lait bébé en poudre est légitime. On peut même discuter si c'est pas aussi légitime de vendre la nourriture des chats et des chiens. Parce que, si je ne me trompe pas, Nestlé a un partie de marché de 40%. Ça ne peut pas être remplacé d'un jour à l'autre. Donc, absolument. Il y a des chiens et des chats qui vont mourir si eux, ils retirent leurs activités de la Russie. Est-ce que dans une perspective un peu plus de calcul économique, est-ce que ce n'est pas une manière pour Nestlé de rester en Russie, de garder un accès au marché russe? Peut-être, il y a toujours beaucoup de motivation. Eux aussi, j'imagine, ils ont peur de l'expropriation par le gouvernement. Donc, Poutine l'a déjà menacé. Mais de l'autre côté, si on reste dans un pays qui devient toujours plus totalitaire, on ne peut pas y revenir. Donc, c'est exclu. Et si Poutine n'est plus là, un nouveau gouvernement aurait toute la motivation d'inventer les entreprises à revenir. Donc, la peur de l'expropriation, pour moi, c'est une peur artificielle. Ouais, c'est pas mais quand même, légitime. Il y a aussi cet argument des places de travail. Donc, ils ont des ouvriers qui doivent être licenciés. Comme j'ai dit, c'est une situation dilemmatique. Mais pour moi, si on fait la comparaison entre les conséquences de l'option rester et les conséquences de l'option partir a plus de poids éthique pour moi. D'accord. Au-delà du cas de Nestlé, on parle de plus en plus de la responsabilité sociale des entreprises, ou RSE. C'est une notion qui est de plus en plus régulièrement invoquée et remise sur la table. Qu'est-ce que c'est exactement et de quand ça date en fait? C'est une vieille discussion et probablement d'une raison pour laquelle Public Eye existe. Je dirais que la vraie discussion sur le RSE a commencé à la fin des années 80 avec la chute du mur de Berlin, la mondialisation de la production, parce que jusqu'à ce point-là, le capitalisme était un système présent en Europe, au Japon, aux États-Unis, donc dans un contexte plus ou moins bien régulé. Tout d'un coup, les entreprises ont leurs opérations dans des contextes répressifs, des contextes où il n'y a pas de gouvernement, des guerres civiles, où il y a des gouvernements corrompus. Donc cette division de travail, ce contrat social qu'on avait, les entreprises s'occupent des profits, les gouvernements régulent, ce contrat social a été violé, a été détruit par la mondialisation. Parce que les entreprises peuvent devenir des acteurs mondialisés, par contre les gouvernements ne peuvent pas. Donc tout d'un coup, les entreprises étaient liées à des violations des droits de l'homme dans leur chaîne de production, des esclavages, des manques de sécurité dans les usines, etc. Donc, avant la chute du mur de Berlin, on aurait dit, voilà, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Mais, comme j'ai dit, si le gouvernement ne veut ou ne peut pas, c'est là où l'entreprise doit réagir. Et c'est là où la pression a commencé, à dire, voilà, vous devez vous en occuper vous-même. Et c'est ça le début de la discussion sur la RSE. Ok. Aux États-Unis, très récemment, il y a une équipe de chercheurs et de chercheuses qui a dressé une liste des multinationales et de ce qu'elles ont fait à la suite de l'invasion en Ukraine. Alors, une partie de ces entreprises sont restées, d'autres sont parties. Il y en a d'autres qui ont pris des mesures à mi-chemin. Est-ce que tu penses que c'est important de faire ce genre de liste et tu penses que ça a un impact sur la population ou ces entreprises elles-mêmes? On le voit dans le cas de Nestlé, dont on a déjà parlé. Donc, plus on est présent dans les médias comme un acteur qui refuse de quitter la Russie, plus on est sous la pression de l'opinion publique, plus la réputation est menacée. Juste pour donner un autre exemple, Rittersport, producteur de chocolat, refuse de s'en aller de la Russie. C'est quand même 10% de son avec les mêmes raisons que Nestlé. Avec l'argument des postes de travail. Oui.
C'est ça un argument que souvent a été utilisé, à part de l'argument des produits essentiels. Oui. Qui pour moi est le seul légitime. Valable. Le seul légitime. Si on regarde une entreprise comme Novartis, qui sont aussi actives en Russie, ça c'est les médicaments. Et les médicaments, on ne peut pas facilement remplacer. Bien Ou sûr. une entreprise comme Siemens, qui ont des projets de maintenance en Russie. Sans leur maintenance, il y a des risques de sécurité pour les gens. Donc, ça, c'est pour moi des arguments légitimes. Mais comme le Wall Street Journal a écrit il y a une semaine, c'est bizarre que maintenant, toutes les entreprises définissent leurs produits comme essentiels. Je sais qu'aussi chez Publica, il y a un gros focus sur les sociétés de négoce qui négocient les hydrocarbures russes, par exemple Trafigura ou encore Glencore. Est-ce que celles-ci ne devraient pas d'autant plus se retirer de Russie et elles-mêmes choisir d'arrêter de négocier ce pétrole russe qui, je le rappelle, est vraiment le nerf de la guerre économique, le trésor de guerre de Poutine? En principe, oui. Mais en même temps, ça c'est lié à des décisions politiques du pays aussi, parce qu'on dépend des ressources russes. Donc, c'est pas seulement à Glencore à décider de ne plus acheter le charbon ou quoi qu'il soit, parce que nous, en Suisse, en Allemagne, les gens dépendent des ressources russes. Donc, ça aurait des conséquences assez négatives pour la population qu'on ne peut pas laisser les entreprises décider. Donc, c'est une situation un peu particulière pour moi. Et si je suis, moi, une multinationale basée en Russie, est-ce que tu as des recommandations, des guidelines de ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut être plus transparent? Est-ce qu'il faut vraiment faire une pesée des intérêts? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut en tout cas prendre une décision claire. Et c'est ça, comme j'ai dit, le problème de Nestlé. Ils ont essayé de ne pas prendre une décision. Il y a d'autres qui ne sont pas tellement visibles avec leur marque qui essaient de se cacher encore aujourd'hui. Et c'est ça la raison pour laquelle la liste Yale est tellement importante. Parce que ça montre les acteurs. Et on ne peut plus se cacher. On doit décider. Et on doit décider de manière claire. Et si on veut rester, on doit avoir des arguments légitimes. Bien sûr. En matière de droits humains, on parle souvent du devoir de diligence de ces entreprises. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu ce que c'est? On vient d'une époque, comme j'ai dit, avant la chute du mur de Berlin, où une entreprise s'est considérée un acteur neutre du point de vue moral et du point de vue politique. Parce que on a dit que s'il y a des problèmes de droits de l'homme ou de la pollution, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc, analyser si ou non on est connecté à des problèmes de droits humains ou de l'environnement, c'était même pas considéré nécessaire. Vous êtes tous jeunes qui nous écoutent, j'imagine, mais... non, pas tout le monde. La majorité. Mais que... toi, au moins, tu es trop jeune pour vraiment te souvenir de ce qui s'est passé en 95, quand Shell était sous la pression en deux endroits différents en même temps. Pour moi, c'est un point tournant de tout ce discours. En 95, ils étaient sous la pression de Greenpeace pour l'histoire de la Brent Spar. C'est un réservoir de pétrole qu'ils voulaient couler dans l'océan. Oui. Et en Nigeria, ils étaient sous la pression parce qu'il y avait des violations de droits de l'homme. Ils étaient attaqués par des activistes comme Ken Saro-Wiwa, qui a été tué par le gouvernement nigérien d'Abacha. Et à l'époque, Amnesty International a demandé Shell de soutenir leur campagne pour sauver Ken Saro-Wiwa. Et la réaction de Shell, c'était de dire on est neutre du point de vue politique. Donc, ça montre cette position qui existait à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, souvent dans les têtes des managers. On est neutre. On peut rester dans un contexte terrible sans avoir les mains sales. Mais ça, c'est plus possible. Surtout si les choses problématiques se passent dans les chaînes de production. Absolument. Donc, maintenant, on a des lois de due diligence. Donc, l'Union européenne est en train de créer une loi qui impose aux entreprises d'analyser tous les liens qu'ils ont potentiellement à des problèmes sociaux, environnementaux. C'est obligatoire, c'est contraignant. Ça devient obligatoire. Tu parles de ce cas en 95. Nous, on a un autre cas un peu plus récent à te proposer. C'est celui de Holcim Lafarge, donc le cimentier, qui était resté en Syrie pendant la guerre en Syrie. C'était en 2014 quand c'est sorti dans les médias. En gros, on accusait Holcim de financer l'État islamique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce cas-ci? C'est un cas fascinant, je pense, parce que
d'abord, c'était Lafarge, pas Holcim. Donc, Holcim et Lafarge, ils ont fusionné après. Donc, Lafarge a acheté une cimenterie en 2007, si je ne me trompe pas. Ils ont commencé à produire en 2010. Et la guerre en Syrie a commencé en 2011. Et le contexte a tout d'un coup changé. D'abord, il y avait des milices autour d'eux, et après, c'était les djihadistes qui étaient en pouvoir dans le territoire où ils avaient cette cimenterie. Et ils ont pas seulement payé les raquettes, ils ont acheté les matières premières des djihadistes pour continuer les opérations dans cette cimenterie. Et pourquoi ils sont restés Est-ce que c'était parce que les investissements étaient déjà trop gros? Oui, ils ont investi 700 millions d'euros. Donc, c'est lourd comme investissement. Et c'est aussi difficile à dire qui est le méchant dans une guerre. Parce que les milices qui attaquaient le président de la Syrie étaient considérés les alliés de l'Ouest, même les djihadistes au début. Et tout d'un coup, la politique change. Mais on est quand même dans la région. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je vois que cette attitude de dire « nous, on est neutre du point de vue politique » n'aide pas à comprendre bien les situations dans lesquelles on se trouve. On sous-estime les risques. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont surestimé l'investissement. Ils ont sous-estimé les risques de réputation et les risques juridiques dans lesquels ils se trouvent maintenant. Alors si je retiens un petit peu ce qu'on peut conclure de tous ces cas-là, c'est peut-être qu'il faut faire une pesée d'intérêts qui soit prise très au sérieux et miser sur la transparence. Est-ce qu'il faudrait rajouter quelque chose de plus? Il faut que les entreprises comprennent que la gestion des droits humains, la gestion de la crise écologique devient des sujets clés de la stratégie. Ce n'est pas un nice to have, donc des choses qu'on fait si on a le temps ou on peut faire à côté avec plus de focus sur le marketing. Ça doit être au cœur de l'entreprise. Et si c'est au cœur, ça veut dire que l'entreprise doit se transformer de manière radicale et devenir un acteur différent. Les chaînes de production vont être différentes au moment où on prend ça au sérieux. Donc, une fois que cette pesée d'intérêt est faite par une entreprise, comment on fait pour quitter un pays de manière responsable? Il faut d'abord faire une analyse de ces parties prenantes. Donc, qui est affecté par cette décision et comment? Et après, il faut faire un plan pour aider ceux qui sont affectés de manière négative, surtout les employés de l'entreprise, mais aussi les partenaires dans la chaîne de production dans le pays. Et j'ai vu qu'il y a des entreprises qui ont créé des programmes pour soutenir les employés de continuer à payer au moins une partie du salaire pour quelques mois. Donc ça, il faut prendre en considération. On ne peut pas juste s'en aller. Oui, c'est un processus de transition qu'il faut accompagner. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont juste du commerce avec la Russie, qui vendent des montres, et d'autres qui ont des vraies usines. Donc, avec des employés, des programmes sociaux à mettre en place. Et là, comme j'ai dit, il faut tenir en tête, il n'y a pas de solution idéale. Donc, on ne peut pas attendre que les entreprises trouvent des bonnes solutions pour chaque dimension de leur décision. Ça va être difficile. Il y a des gens qui vont souffrir, c'est clair. Merci beaucoup Guido Palazzo, c'était passionnant et comme d'habitude, c'est passé trop vite. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. On vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix ou alors sur YouTube si vous voulez aussi la version vidéo. À bientôt pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.